Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 107e, je crois, épisode de Over the Results consacré à TLC 2011. Voilà, donc encore une fois, je vous rappelle, un petit like si vous avez aimé le pay-per-view ou un petit dislike si vous n'aviez pas aimé. Je crois qu'il me restera juste Vengeance 2011 pour l'année 2011 après ce pay-per-view là. Mais je ne le trouve pas sur internet, donc étant donné que j'ai pas le DVD, si vous avez un lien hormis le WWE Network où on peut visionner Vengeance 2011, n'hésitez vraiment pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je pourrais vous faire ce dernier pay-per-view de 2011. Voilà, donc sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match. Zack Ryder bat Dolph Ziggler pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un excellent match. Vraiment, le public est en feu et ils sont tous derrière Zack Ryder qui avait vraiment une popularité énorme à cette époque-là. Étant donné que Zack Ryder faisait ses podcasts. C'était le Long Island ICD ou je sais plus, il y avait quelque chose comme ça. Concernant le match, j'ai marqué le rythme est impressionnant, les deux lutteurs sont vraiment au top et c'est le Zack Ryder que j'aimais beaucoup. Je sais qu'il est talentueux, je trouve qu'actuellement, ou en tout cas dans sa période 2016, je ne l'aimais pas du tout. Et Lucas d'ailleurs de la chaîne Lucky Star n'était pas du tout d'accord avec moi, donc un petit coucou à toi si jamais tu regardes cette vidéo. Sinon, suspense et ambiance de malade, un très bon match pour moi. Seul le temps fait défaut parce que ça dure 10 minutes, mais c'est plutôt pas mal comparé au reste du show. Et je pense que c'est ce seul défaut qui fait que je mets pas 10 sur 10 et que je mets plutôt à 9,5 sur 10. Deuxième match, Airboom bat les Colons pour conserver leur titre par équipe dans un match assez correct, c'est pas non plus le meilleur. Et j'ai marqué malheureusement ça ne dure que 6 minutes et tout comme Over the Limit 2011 je crois, ça va être le gros défaut de ce pay-per-view là, c'est le temps. J'ai marqué le match est tout de même bon car il y a quand même 4 lutteurs aériens qui se battent sur le ring et en règle générale ça donne quelque chose d'agréable à regarder tout simplement lorsqu'il y a 4 aériens qui se battent. Mais ça reste trop court donc pas le temps de voir quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Troisième match, Randy Orton bat Wade Barrett dans un tables match d'à peine 10 minutes. Encore une fois, c'est trop court et ça fait que je suis déçu parce que je m'attendais clairement à mieux et à plus de choses. Donc il y a énormément de brutalité. Faut quand même dire que le match est plutôt correct, mis à part le temps. Enfin 10 minutes c'est plutôt pas mal, mais pour un tables match, il faut plus de temps. Ça c'est clair et net. Et il y a quand même beaucoup de suspense car beaucoup de spots où l'un essaie de faire passer l'autre à travers une table durant pratiquement tout le match. Notamment par exemple on a Wade Barrett qui fait son Wasteland sur une table qui est à l'extérieur du ring lorsqu'ils sont sur le tablier, sur l'apron du ring tout simplement. C'est une très bonne chose parce que ça ajoute beaucoup de suspense et le public est dedans. Je trouve que c'est un très bon point. Mais il n'y a que ça quasiment. Finalement, Orton contrera un saut de la troisième corde de Barrett, donc il voulait sauter sur la table lorsque Orton y était. Il le contrôlera en RKO, donc à travers la table pour gagner le match. D'ailleurs, petit botch, parce que Wade Barrett est allé un peu trop loin, donc il y a seulement, on va dire, le bas de son corps qui traverse la table. Mais c'est pas grave, à la base, un RKO c'est fait pour que la tête passe à travers la table, si ça veut le faire à travers une table justement. Donc je trouve ça dommage. Et pour moi, je l'ai dit, c'est trop court, mais il y a trop de matchs. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, il y a 10 matchs dans ce pay-per-view. C'est pour ça que j'essaie d'être un peu plus concis que d'habitude. Mais c'est trop court quand même, ils auraient dû enlever des matchs et en mettre dans le kick-off. Je ne sais pas si ça existait à l'époque. Ou clairement les supprimer de la carte, comme le prochain. Et pour ce match-là, j'ai mis la note de 7 sur 10 quand même. Quatrième match, Beth Phoenix bat Kelly pour conserver son titre des Divas dans un match horrible. Ou même Beth Phoenix botch, c'est pour vous dire. Donc ce que je vais retenir c'est que Beth Phoenix gagne et que Kelly perd. Et je vais pas parler plus, j'ai mis la note de 2 sur 10. Cinquième match, Triple H bat Kevin Nash dans un bon Sledgehammer Ladder Match. Donc qu'est-ce que c'était qu'un Sledgehammer Ladder Match? C'est tout simplement un ladder match où il y a la masse qui est suspendue en dessus du ring, un peu comme un TLC ou un ladder où c'est le titre qui est suspendu lorsque c'est pour un match de titre. Mais là c'était la masse de Triple H qui était suspendue en dessous du ring et le premier à la décrocher pouvait s'en servir un peu comme le Candlestick on a Pole qu'on avait eu entre Bayley et Alexa Bliss, je crois, avec Sam Rules cette année. Là c'était la même chose, sauf que c'était un ladder match avec une masse en dessus de l'échelle, enfin tout en haut, qui devait aller chercher. Et j'ai marqué ce match, et alors pas technique du tout, mais qu'est-ce qu'il est brutal. Et hormis, on va dire, un figure 4 leg lock de Triple H sur Nash à travers une échelle, enfin il mettait les jambes dans l'échelle, il faisait un figure 4 leg lock sur Nash, il n'y a rien de technique. C'est vraiment c'est de la boucherie. Brutale, une boucherie totale pure durant tout le match, mais ça fait quand même du bien de voir un match comme ça
entre ces deux mastodontes. En plus, c'est le dernier match de Kevin Nash à la WWE. Et en plus, ça dure 18 minutes. Et en plus, c'est potable pour dire que c'est un match qui n'est pas technique. Sinon, j'ai marqué des petits défauts. Le selling, c'est pas ça. On a un gros botch sur un pedigree où on a Kevin Nash qui tombe avant que Triple H fasse le pedigree. Donc, du coup, je vais le faire une deuxième fois. Et puis, la stipulation n'est pas non plus totalement respectée. Car 18 minutes de match, on a Triple H qui décroche la masse. Et il va l'utiliser une fois. Et il va y avoir le tombé final. Donc, en fait, 17 minutes pour décrocher la masse qui va être utilisée juste une fois. Donc, un coup et le match terminé. Pour moi, il y aurait dû avoir, on va dire, 10 minutes où ils essaient d'avoir la masse et 10 minutes où ils essaient de l'utiliser. Au moins que ça a un sens parce que, voilà, après vous allez me dire, c'est normal, niveau selling, un coup de masse, c'est normal que le match se termine comme ça. Mais ils auraient pu, je sais pas. En plus, je veux dire, je crois que le premier qui prenait la masse, l'autre n'avait, enfin, celui qui ne prenait pas la masse n'avait pas le droit d'utiliser. Mais on sait très bien que dans ce genre de match, souvent, ce point-là dans la stipulation n'est pas respecté. Donc, bon, voilà, qu'on va dire qu'ils ont respecté totalement, mais du coup, ça donne l'impression qu'ils se sont battus pour pas grand-chose, en fait, au final. Sinon, j'ai marqué, il y a un bon spot aussi. Avant que Triple H ne prenne le Sledgehammer, en fait, on voit Triple H taper, vu que la massue est suspendue en dessous du ring, le côté masse est en bas, en fait. Et il va prendre la masse et taper Kevin Nash 2 fois, qui va tomber donc sur le ring à travers une table. Et ça, c'est pour moi le spot de ce match-là. Donc pour moi, c'est très très bon. Comme j'ai dit, le selling et le botch font que j'ai pas mis non plus un 9 voire un 10. Et ils auraient pu faire un petit peu mieux quand même, mettre un peu plus de temps. 10 minutes, c'est bien, mais j'avais envie d'en voir plus, surtout que c'était une rivalité que j'avais adorée à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai mis, vous le voyez, seulement en guillemets, un 7,5 sur 10. Ensuite, on arrive dans les matchs un petit peu caca. Sheamus bat Jack Swagger dans un match de 5 minutes. Il n'y a pas grand chose à dire, surtout que ce match s'est décidé dans la soirée même. Une rivalité pire que le Rusev-John Cena de Fastlane 2016, je crois, ou 2015. Voilà, il fallait prendre du temps, ils ont donné 5 minutes pour ce match-là. J'y mets quand même la note de 5 sur 10 parce que les deux font de bonnes choses, mais pas d'intérêt, pas d'immenses choses. Et surtout, pourquoi avoir fait ça alors qu'ils auraient pu donner justement ces 5 minutes de plus au match précédent. Donc je mets 5 sur 10. Septième match, Big Show bat Mark Henry pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd dans un match de 5 minutes qui en dure au final 2 minutes et demie à peu près. Pourquoi? Parce qu'au tout début du match, on a Big Show qui descend du ring, c'était lui le face et Mark Henry le heel. Mark Henry était le champion. Et en fait, vu que c'est un chairs match, je ne l'ai pas précisé, il va prendre toutes les chaises qui sont autour du ring et les mettre sur le ring. Ça va lui prendre 2 minutes. Inutile, surtout en sachant que le match dure 5 minutes. Donc le match ne sert pas à grand chose. Et en fait, beaucoup de chaises, oui, mais pour seulement ça en fait. Il va y avoir 2-3 coups à l'extérieur, 2-3 coups à l'intérieur du ring. Et puis basta en fait. Big Show va surjouer une blessure à la main droite tellement mal. Elle va quand même lui porter un WMD, terminer le match et basta. Ce qui est intéressant, c'est l'après-match. On voit donc Mark Henry, enfin Big Show qui s'élève, puis Mark Henry qui se relève, qui en a marre, qui attaque le Big Show avec une chaise et qui va lui faire un DDT sur le tas de chaises qu'il y avait sur le ring. Et là, donc c'est le bon côté, bon moment de ce match-là, c'est le 8e match. En fait, on a Daniel Bryan qui intervient avec un arbitre et avec sa mallette, vu qu'il était Mr. Money in the Bank à l'époque. Et il avait déjà caché sur Mark Henry quelques semaines plus tôt, mais Mark Henry n'était pas apte, il n'était pas autorisé par les médecins à lutter, donc on lui avait retiré le titre poids lourd. Et en fait, il fait vite le tomber sur Big Show sans lui porter de prise. Et en fait, Big Show va se relever, on va dire, au compte de 3,5. Donc Daniel Bryan va devenir le nouveau champion, va célébrer. Donc c'est le début du Yes Movement. Et d'ailleurs, c'est le début du turn de Daniel Bryan qui va vraiment provoquer le Big Show durant les semaines qui vont suivre ça. Et donc Daniel Bryan qui devient le nouveau champion du monde poids lourd, qui va narguer de Michael Cole. Et on a le Big Show qui a un petit sourire quand même, qui se dit « Je me suis fait quand même avoir, mais voilà, bien joué en gros ». Il demandera son match revanche et je crois qu'on aura un match triple menace entre Henry, Big Show et Daniel Bryan au Royal Rumble. D'ailleurs, je vais vous faire la review d'ici 2 ou 3 semaines, donc ça va pas tarder. Et bien sûr, c'est un notable parce que le match dure 8 secondes, donc un notable. 9e match, Cody Rhodes bat Booker T pour conserver son titre intercontinental dans un match très très fade. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début du show, on a Cody Rhodes qui attaque Booker T. Ensuite, le match devait se passer, je crois, au match numéro 4. On a l'entrée de Booker T et Cody Rhodes vient l'attaquer, donc le match est déplacé
en 9e position. Et là, donc, Cody Rhodes fait son entrée en premier, puis Booker T. Et je me suis dit, ok, tout ça, il y aura sûrement un bon match. Et non, le match dure 7 minutes. Donc, encore une fois, trop court. Il est très très fade, il se passe pratiquement rien. Et on a Cody Rhodes qui termine Booker T avec 2 disaster kicks. Même pas de crossroads, donc qui était sa prise de finition à l'époque. Je mets 4 sur 10 et je suis très généreux. Et enfin, le main event, CM Punk bat Alberto Del Rio et le Miz pour conserver son titre de la WWE dans un excellent TLC match. Pardon, je pense très clairement que c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Donc, j'ai pas vu le TLC match, le tout premier avec les Hardys contre les Dudley Boys contre AJ Christian à SummerSlam, je sais plus, ça devait être 2001, bref, je sais plus, 2000. Donc voilà, j'ai pas vu tous les TLC matchs, donc m'attendez pas, pour moi je trouve que c'est le meilleur. J'ai marqué 3 bons lutteurs. Et c'est étonnant que je dise ça étant donné que vous savez que je n'aime pas forcément Alberto Del Rio, mais il a bien lutté. Et de très très bons éléments, une très bonne construction vraiment. Je vais vous expliquer. Au bout d'un moment, on a CM Punk, je crois, au bout de... Bon, le match dure 18 minutes, hein, mais au bout de 5 minutes, CM Punk monte à l'échelle et on a Ricardo Rodriguez, donc celui qui accompagne Alberto Del Rio, qui arrive avec des menottes et qui menotte CM Punk à l'échelle. Donc là, tout va bien. Alberto Del Rio arrive, il va essayer de prendre la ceinture. Finalement, CM Punk arrivera à péter, vous savez... En fait, Ricardo Rodriguez, il est attaché CM Punk à l'échelle, mais à la barre qui relie en fait tout simplement l'échelle, la petite barre qui est au milieu. Donc CM Punk n'aura pas besoin de trop forcer pour péter cette barre et se délivrer de l'échelle. Donc il sera toujours menotté, mais à rien du tout. Et il va utiliser justement ces menottes pour taper plus durement Alberto Del Rio, donc il va tomber puis le mise durant tout le match. Et en fait, le match va continuer de se dérouler normalement. Ricardo Rodriguez va toujours intervenir. Et on aura au bout d'un moment Ricardo Rodriguez qui va monter sur l'échelle pour prendre la ceinture pour la balancer à Alberto Del Rio. Mais le Miz et CM Punk s'allient cette fois-ci pour le faire passer à travers 2 tables, donc l'une à côté de l'autre et pas l'une sur l'autre. Malheureusement, je ne le compte pas comme un botch. Mais Ricardo Rodriguez va tomber que sur la table qui est plus loin. Donc la première table ne sera pas pétée. C'est dommage, mais bon, voilà. Vous pouvez pas faire mieux, ça me rappelle ceux qui me disaient c'est pas un botch ce qui s'est passé à WrestleMania 33. On voyait, je crois que c'est Jeff Hardy qui faisait une Swanton Bomb sur Sheamus sur 2 chaises. Il n'y avait qu'une échelle qui était pétée, mais c'est pas grave. Au moins le geste est fait et là c'est pareil, donc je vais pas en tenir compte. Donc je prends en compte vos remarques. Et ensuite on aura le Miz le Miz et CM Punk qui vont continuer de s'attaquer. Et en fait, CM Punk veut porter une sorte de spear dans le coin sur le Miz, mais le Miz va s'enlever. Et Miz intelligent, il voit la menotte. La première menotte attachée au poignet de CM Punk et l'autre attachée à rien. Donc Miz va prendre la deuxième partie et attacher CM Punk dans le coin du ring. Donc là c'est un peu plus difficile de s'en défaire. Donc finalement Miz et Del Rio continuent de se battre avec les échelles pendant que CM Punk essaie de se délivrer. Pardon. Il va y arriver et puis finalement va attaquer les 2 autres, va porter un GTS au Miz. Il va faire tomber Alberto Del Rio de l'échelle et va donc décrocher sa ceinture pour conserver son titre. J'ai vraiment pris beaucoup de temps, j'ai fait une grosse parenthèse pour ce match-là, parce qu'il est très très bon en fait, et je trouve beaucoup de choses qui se passent. Au contraire par exemple de l'avant-dernier match, je trouve que dans ce match-là il se passe énormément de choses, et c'est ça qu'on aimerait voir tout le temps, et c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis la note de 10 sur 10, parce que pour moi c'est parfait, et il aurait peut-être mérité 5 minutes de plus, encore une fois, parce que j'ai pas envie que ça se termine, mais vraiment, le match est super bon, et que dire de plus, il n'y a quasiment aucun défaut. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 9, vu que le cash-in de Daniel Bryan est notable, on arrive à la note de 6,11 sur 10. Il est limite en dessus des 6, donc vraiment, l'année 2011, autant il y a des très bonnes choses, autant il y a des choses très mauvaises. Il y a beaucoup de mauvais matchs dans ce pay-per-view, et à part le main event, l'opener, le cash-in de Daniel Bryan, bien sûr, et puis le match Kevin Nash contre Triple H, il faut quand même le retenir, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on va se le dire, il n'y a pas grand-chose, c'est dommage. Et en fait, il est tout juste pas dans le top 5 des pires pay-per-view en fait. Il a la 6ème place en fait. Donc il est, je crois que je vous ai fait 107 reviews, c'est ça. Donc il a 107, 106, 105, 104, 103. Donc il a la 102e place. Voilà. Pour vous dire, ce pay-per-view n'est pas bon. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une review qui est plus longue, mais il y a 10 matchs, donc ça aurait pu être encore plus long. N'hésitez pas encore une fois à liker et disliker si vous avez aimé ce pay-per-view ou non. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On approche gentiment des 2000 abonnés. Je sens que maintenant il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent, donc je vous en remercie. C'est vrai que je demande beaucoup, tout simplement dans mes vidéos, à vous abonner et vous le faites. Donc voilà,
Je vous remercie, on est de loin pas encore 2000 abonnés vu qu'on arrive aux 1600 au moment où je tourne cette vidéo, mais on s'y rapproche et je vois que vous prenez en compte mes remarques, donc ça me fait vraiment très plaisir, donc un grand merci à vous. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de la chaîne.